la maladie rénale chronique et le TP, un outil dans le parcours de vie du patient. Ce moment d'échange de pratique est proposé par l'espace ressources en ETP Grand Est avec la collaboration de Néphrolore. Et je tiens à remercier spécialement le professeur Kessler et Madame Bois, mais également nos intervenants de ce jour, qui seront Marie Giboudot, le docteur El Bekri et Pascal Févotte, hein, qui ont répondu présents pour ces 2 heures que nous allons passer ensemble. Donc, pour rappel, ce moment, alors la réunion est enregistrée, vous l'aurez compris, pour une rediffusion en replay. Donc, on vous remercie de bien vouloir alors couper les micros pour éviter les échos. Coupez vos caméras si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, mais aussi si vous voyez que vous avez un petit problème de bande passante et de stabilité Internet, c'est aussi bien des fois d'essayer de couper sa caméra, de vous renommer, qu'on puisse vous réadmettre hein, si jamais vous êtes déconnecté. Et puis d'ouvrir le chat hein, et vous pouvez poser déjà des questions dans le chat. Hein, j'essaierai de modérer et voilà, on aura des moments et des temps d'échange. Donc ces temps d'échange-là, on vous remercie par avance de bien vouloir lever la main pour poser vos questions afin qu'on n'ait pas de télescopage hein, et que ça soit le plus fluide possible. Voilà, pour les premières petites consignes. Le plan, je vais avoir le plaisir du coup de faire le préambule et de vous expliquer un peu les objectifs de ces 2 heures. Je vous ferai quelques petits rappels sur l'éducation thérapeutique et on vous mettra tout de suite dans le bain avec un petit sondage, 3 petites questions et ces questions trouveront les réponses dans les interventions qui suivront. Vous aurez ensuite une introduction sur les enjeux de la maladie rénale en France qui vous sera proposée par le professeur Kessler. Le parcours de soins des MRC et comment intégrer l'éducation thérapeutique, à quel moment, donc par Madame Boin du CHU de Nancy et aussi de Néphrolore, puisque je pense qu'elle se présentera un tout petit peu quand elle commencera. Le rôle du médecin traitant en proximité et la place de l'ETP par le docteur El Bekri. Et puis également un programme ETP pour le stade 4 et 5 hein, que Marie Gibaudot, coordinatrice de programme, vous présentera. Et on finira par l'ETP dans la maladie rénale, le point de vue d'un patient, et on aura Pascal Fevotte qui nous dira un petit peu ce qu'il en pense, hein, qui s'est livré un petit peu et qui va se livrer à vous. Et la conclusion, ce sera fait par le docteur Kessler, le professeur Kessler, et j'aurai le plaisir de clôturer ces 2 heures. Voilà. Donc, alors, il y a quelqu'un qui nous met qui ne nous entend pas. Est-ce que, du coup, c'est le cas de plusieurs personnes ou pas? Est-ce que c'est bon? C'est OK. Très bien. OK. Parfait. Merci. Du coup, alors pour rappeler les objectifs de ce moment, c'est effectivement de pouvoir cerner et d'identifier les patients qui peuvent avoir recours à l'ETP, mais aussi de favoriser le rôle de la médecine de ville hein, dans tout ce qui sera aussi programme ETP, d'avoir un vrai échange de pratiques par rapport à comment accueillir un patient et à quel moment l'accueillir hein, dans un programme par rapport à l'évolution de sa pathologie. Voilà, grosso modo, pour les objectifs de ce moment qu'on va passer ensemble. Les rappels sur l'éducation thérapeutique. Je vous ai remis la définition de l'éducation thérapeutique qui est celle de la Haute Autorité de Santé et qui, du coup, vous dit simplement que l'éducation thérapeutique doit permettre aux malades de vivre avec leur maladie tout en essayant de réduire ou retarder le plus longtemps possible l'apparition des complications et en améliorant leur qualité de vie. Ça, c'est le premier point qui est important, puisque du coup, c'est améliorer. On verra aussi après que c'est améliorer ou garder, en tout cas maintenir la qualité de vie. La deuxième partie, si elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient
Elle comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial, pardon, conçu pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de l'organisation des procédures hospitalières et des comportements liés à la santé et à la maladie. On pourrait dire aujourd'hui que très clairement, c'est aussi à un moment donné le fait de comprendre aussi l'organisation de la médecine de ville, hein, qui est aussi importante. Et ça voudrait dire là, sur cette première partie, que tout patient chronique, hein, devrait se voir proposer, dès qu'il y a une maladie chronique qui est déclarée, un programme d'éducation thérapeutique. Et ceci a pour but, hein, de les aider ainsi que leur entourage à comprendre la maladie, leur traitement, collaborer ensemble et assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge, dans le but de les aider à maintenir ou améliorer la qualité de vie. Ce qui voudrait dire là aussi que, effectivement, on est tous responsables de nos propres décisions. Cependant, ce qui importe là, c'est de pouvoir dire aussi que le patient ne pourra prendre la responsabilité qu'à partir du moment où il est au courant et qu'il puisse faire un choix éclairé. De fait, ce qui est important aussi, c'est que elle se distingue, l'éducation thérapeutique, de l'information et des conseils que dispensent les soignants à leurs patients à n'importe quel moment de soins que ce soit, puisque c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement, et je pense que les intervenants de cet après-midi, pardon, y reviendront. Donc, une information orale ou écrite, un conseil de prévention peuvent être délivrés par un professionnel de santé à diverses occasions, mais n'équivalent pas à une éducation thérapeutique du patient puisqu'ils ne permettent pas un changement de comportement. En fait, on vous a mis aussi un petit différentiel entre l'éducation thérapeutique et l'information. L'information, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de bilan éducatif partagé, ça c'est une évidence. Le patient n'est pas forcément un sujet de soin, mais bien un objet de soin. Il n'est pas acteur, il va prendre l'information et puis ensuite il va en faire ce qu'il veut, ce qu'il peut. Et il n'y a pas forcément non plus de problématiques émotionnelles et cognitives. Il n'y a pas de validation par l'ARS. Alors, merci à ceux qui n'ont pas coupé le micro de bien vouloir le faire. Et puis, les modalités, c'est du groupe ou de l'individuel, hein, pour les deux. Pour rappel, la démarche éducative est composée d'une première étape qui est de comprendre les attentes et les besoins du patient avec un bilan éducatif partagé. On rencontre encore le terme de diagnostic éducatif, du coup, et qui a un moment vraiment de discussion avec le patient et non pas d'interrogatoire, qui permet de fait, au vu de la connaissance qu'on aura de nos patients et de ses besoins, de convenir des objectifs éducatifs et d'accompagnement avec le patient et du coup de définir les compétences qu'il souhaite acquérir. On va également pouvoir lui proposer, choisir et mettre en œuvre des activités éducatives, qu'elles soient en individuel, en collectif et intégrant ou pas les aidants. Et on va évaluer le programme avec l'atteinte des objectifs, l'acquisition des compétences ou pas, ce qui a déjà été mis en œuvre. Et ça, on peut prévoir un suivi éducatif et on peut aussi, si le patient a besoin, continuer et enrichir le bilan éducatif partagé pour pouvoir partir sur un second temps pour aller ou plus loin ou conforter les apprentissages. Voici pour poser le cadre de l'éducation thérapeutique, avant de nous lancer vraiment sur la maladie rénale et l'éducation thérapeutique. Donc, je vais peut-être me présenter aussi, ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis néphrologue, professeur à l'Université de Lorraine de néphrologie, et j'ai été le chef du service de néphrologie du CHRU de Nancy pendant de nombreuses années. À l'heure actuelle, je suis émérite et je préside le réseau de prise en charge de la maladie rénale chronique en Lorraine, appelé Néphrolore. Alors, ce que je voudrais vous faire un petit panorama très synthétique de la MRC, en vous rappelant déjà comment on la définit. Ça faisait partie tout à l'heure du quiz, mais elle a une définition depuis 2002, donc depuis un peu plus de 20 ans, une définition très précise. La maladie rénale chronique se définit indépendamment de sa cause.
donc quelle que soit la maladie qui a atteint les reins, par la présence pendant plus de 3 mois de marqueurs d'atteinte rénale ou d'une baisse du débit de filtration glomérulaire en dessous de 60 millilitres par minute pour 1,73 mètre carré. Ça veut dire que quand le DFG est inférieur à 60, on est certain d'être dans la maladie rénale chronique. Mais la maladie rénale chronique peut s'observer même avec une fonction rénale normale lorsqu'il existe des marqueurs d'atteinte rénale. Et ces marqueurs, eh bien, ce sont soit des anomalies morphologiques qui permettent de faire très rapidement le diagnostic de la maladie, par exemple la présence de nombreux kystes dans les 2 reins traduisant une polykystose rénale, la présence d'anomalies biologiques, lorsqu'il est aujourd'hui vraiment extrêmement important, et c'est une notion assez récente, c'est la présence d'albuminurie. J'insiste là-dessus parce que on voit encore en médecine de premier recours prescrire une protéinurie. Il faut abandonner la prescription de protéinurie pour la remplacer par une prescription d'albuminurie. Et il faut également abandonner aujourd'hui le recueil des urines de 24 heures pour demander un ratio entre l'albumine dans les urines éventuellement présente et la créatinine dans les urines sur un échantillon d'urine prélevé à n'importe quel moment de la journée. Donc, ça simplifie énormément la réalisation des examens, puisque jadis, il fallait demander aux patients de garder ces urines de 24 heures. Donc, je présume, l'anomalie biologique fondamentale qui permet de définir l'IRC, c'est le ratio, c'est une augmentation du ratio albumine sur créatinine urinaire, qu'on appelle communément le RAC. Ça peut être aussi une anomalie histologique lorsque le malade a bénéficié d'une biopsie rénale. Le deuxième point, c'est la stadification. C'est un néologisme peut-être, c'est-à-dire de connaître, de pouvoir définir le stade de la maladie. Et ça aussi, c'est connu depuis plus de 20 ans. Vous voyez qu'il y a 5 stades, il y en a même 6 si on veut bien, enfin, préciser le stade 3 qui est apparu au bout de quelques années. Donc le stade 1, c'est un malade qui a une fonction rénale parfaitement normale et qui a un marqueur, tel que je viens de vous le définir. Le stade 2, c'est une fonction rénale qui est légèrement diminuée. On est encore au-dessus de 60, mais on est en dessous de 90. Donc on est entre 60 et 89. Et il y a des marqueurs, également des marqueurs d'atteinte rénale. À partir de 59, on rentre dans l'insuffisance rénale chronique. Elle est modérée jusqu'à 30 millilitres par minute de DFG. Et comme je vous l'ai dit, on considère aujourd'hui qu'il y a un stade 3A qui va de 45 à 59 et un stade 3B qui va de 30 à 44. En effet, entre un patient qui a 55 millilitres par minute de DFG et un malade qui a 31, deux étant dans le stade 3, il y a quand même une énorme différence en termes de gravité. Le stade 4, eh bien, le DFG est inférieur à 29, supérieur à 15, c'est celui de l'insuffisance rénale chronique sévère. Et le stade 5, c'est celui où le DFG descend en dessous de 15 millilitres par minute et où on parle d'insuffisance rénale chronique terminale. Alors les enjeux, c'est un peu le plan de mon propos à partir de maintenant, c'est de vous montrer la fréquence de la maladie, sa gravité, son impact sur la qualité de vie, le coût pour la collectivité, et puis ce qu'on peut attendre de l'amélioration de la prise en charge et du fait de rendre le patient acteur de sa maladie. Alors commençons par la fréquence. Eh bien, contrairement à ce que beaucoup pensent, y compris dans le monde médical, la maladie rénale chronique est une pathologie fréquente. Voilà des chiffres très approximatifs qui permettent de situer les choses. En France, hein, on estime qu'il y a 3,6 millions de patients connus
pour étant porteurs d'un diabète. 3,8 millions de patients connus pour étant porteurs d'un cancer. Eh bien, pour la maladie rénale chronique, c'est 2,5 millions de patients qu'on estime atteints d'une EMRC. Donc, on est quand même relativement proche de maladies qui, elles, sont connues depuis longtemps comme étant des maladies très fréquentes. Donc, ça veut dire que c'est une maladie du médecin généraliste. Alors, c'est une pathologie, le deuxième point, c'est une pathologie grave. Elle est grave pour plusieurs raisons. La première, c'est que un certain nombre de ces patients qu'on vient de voir, les 2,5 millions, il y en a un certain nombre qui vont évoluer vers ce fameux stade 5, le stade le plus évolué de la maladie, et pour lesquels on va devoir discuter de la mise en place d'un traitement de suppléance. La suppléance étant soit la dialyse, soit la greffe. Et là, vous voyez sur cette diapositive les derniers chiffres connus de 2021 grâce à un registre qui s'appelle le registre Rhin et qui permet de savoir combien il y a de dialysés et combien il y a de transplantés dans notre pays. Vous voyez que tous les ans, il y a environ 11 500 patients qui arrivent à la suppléance. La majorité en dialyse, 11 000, un peu plus de 11 000 en dialyse et un peu plus de 400 qui bénéficient du traitement idéal de l'AMRC, c'est-à-dire de la greffe, de façon préemptive, c'est-à-dire avant même qu'ils aient qu'ils soient passés par la dialyse. Et puis, on voit qu'il y a des échanges. Le dialysé peut être greffé pendant l'année, c'est ce qui a été le cas en 2021, ou bien un malade greffé peut retourner en dialyse parce que son greffon ne marche plus. La gravité, alors la progression vers l'insuffisance rénale chronique, c'est naturellement un critère de gravité. Mais là, on voit aussi qu'au cours de l'année, il y a plus de 16% des dialysés qui sont décédés. Donc un énorme taux de mortalité qui va nous permettre de voir quelle est la deuxième raison de la gravité de cette maladie rénale chronique. Alors à gauche, vous avez une petite courbe qui vous montre le risque d'avoir une complication enfin de mourir d'un événement cardiovasculaire en fonction de la fonction rénale. Et vous voyez que jusqu'à 75 millilitres par minute de DFG, le risque d'une personne, il est égal à 1, c'est-à-dire c'est le risque de la population générale. Dès que le DFG passe en dessous de 75, eh bien, ce risque-là monte. Et vous voyez, pour être multiplié par 3 lorsqu'on arrive au stade terminal. Donc, quelque chose qui est une notion fondamentale à mettre en arrière-plan de la prise en charge, c'est que un malade qui a une MRC, c'est un malade qui est à haut risque, voire à très haut risque cardiovasculaire. Sur la diapositive de droite, vous voyez d'ailleurs ce qui se passe chez le dialysé. Donc, en bas, on a la mortalité de la population générale chez les hommes et chez les femmes en fonction de l'âge. Naturellement, j'ouvre la grande porte de la palisse qui est que plus on est âgé et plus on risque de mourir. C'est bien net là-dessus. Mais au-dessus, vous avez le risque de mortalité de la population dialysée, hommes ou femmes. Et vous voyez qu'un dialysé qui a entre 25 et 34 ans, il a un risque cardiovasculaire, enfin un risque de mortalité, mais essentiellement cardiovasculaire, multiplié par 500 à 1000. Et alors qu'une personne très âgée, une personne qui arriverait en dialyse à plus de 85 ans, vous voyez que son risque de décès est pas très loin de la population générale. Mais c'est majeur pour les populations les plus jeunes. Et puis la troisième diapositive, c'est un travail que nous avons publié il y a quelques années, qui montre là la probabilité d'arriver en dialyse lorsqu'on est atteint de MRC, c'est la partie hachée,
et la probabilité de mourir. C'est donc une cohorte de patients qui a été suivie, atteint de MRC, qui a été suivie dans notre bonne ville de Nancy pendant 5 ans. Et vous voyez que il a beaucoup plus de risques, ce patient étiqueté maladie rénale chronique, hein, dont le diagnostic a été fait là au temps zéro, il a beaucoup plus de risques de mourir que d'arriver à la dialyse. Donc, c'est tout ça pour vous dire que la pathologie rénale, si on ne la prend pas en charge correctement, eh bien, elle a un risque cardiovasculaire énorme. Elle est grave aussi parce qu'elle impacte la qualité de vie. Et là, sur cette diapositive, en gros, hein, parce qu'elle est assez complexe, vous voyez les patients atteints de dialysés ou greffés euh, en les femmes de la population générale dialysée ou greffée, et puis les hommes qui sont en mauve. Donc les femmes en orange, les hommes en mauve. Et puis vous avez en très plein la population générale et donc la qualité de vie. Vous voyez que pour la population générale, elle diminue avec l'âge, et en particulier pour les femmes âgées ont une qualité de vie moins bonne que les hommes âgés. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Regardez les dialysés et regardez la différence de qualité de vie. Les femmes dialysées ont la qualité de vie la plus mauvaise, donc par rapport aux hommes dialysés. Et les femmes transplantées, alors, elles ont aussi une qualité de vie moins bonne que celle des femmes de la population générale, mais quand même encore diminuée. Et vous voyez que là, c'est quelque chose qui nous a beaucoup impacté, c'est qu'une femme âgée de 75 ans ou plus, eh bien, lorsqu'elle est transplantée, elle n'améliore pas du tout sa qualité de vie. Euh, elle, elle, elle l'améliore beaucoup moins que. Voilà. Quant au coût maintenant, eh bien, le traitement de suppléance de l'insuffisance rénale chronique terminale est un poids très lourd pour le budget soins de l'assurance maladie. Les derniers chiffres qui ont été publiés par l'assurance maladie commencent à dater, mais ils n'ont sûrement pas bougé depuis. Ils ont peut-être encore un peu augmenté. En 2017, vous voyez que le coût de la dialyse et de la greffe était de plus de 4 milliards d'euros, plus que le coût du cancer. Donc, essentiellement, ça c'est lié au coût de la dialyse, puisque les greffés, eux, ils ont coûté beaucoup moins cher. En effet, la greffe de rein, c'est le traitement le meilleur, mais aussi le traitement le moins cher pour les patients de maladies rénales chroniques terminales. Alors, ça c'est pour comment dire ça, vous dire aussi quel est l'impact d'une prise en charge précoce. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire si on prend en charge précocement cette maladie rénale? Aujourd'hui, elle est prise en charge tardivement encore. Hein. Eh bien, on va pouvoir ralentir la progression et retarder ou éviter la dialyse ou la transplantation. Quand je dis retarder, c'est en particulier pour les patients les plus âgés. Et surtout, on va jouer sur le risque cardiovasculaire pour éviter aussi qu'ils ne décèdent précocement d'une complication cardiovasculaire. Et qui mieux que l'éducation thérapeutique peut, euh, peut être l'une des solutions de l'amélioration de cette prise en charge. Et ce petit schéma, il vous montre comment nous voyons un néphrologue l'éducation thérapeutique, en particulier des stades précoces. Hein. C'est un patient qui est diagnostiqué précocement par les laboratoires de biologie, qui est pris en charge par son médecin traitant, avec une coordination de cette prise en charge assurée par une structure de coordination. Et puis, de l'autre côté, l'éducation thérapeutique qui va permettre aux patients de devenir acteurs de sa maladie. Donc, deux stratégies complémentaires pour améliorer la prise en charge de ces patients. Et je vous remercie. Je passe la parole à l'orateur suivant. Merci beaucoup, professeur Kessler, pour cette présentation qui pose parfaitement le cadre, du coup,
de la maladie rénale, hein, de fait, hein, de son importance. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques questions du coup. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions déjà pour vous? Vous avez été tellement clair du coup. Très bien. Ben, on passe du coup Corinne Boin et puis on fera peut-être une salve de questions pour les deux tout à l'heure. Corinne, on vous laisse la parole. Est-ce que je peux reprendre la main ou c'est Isabelle qui passe? C'est comme vous le souhaitez. C'est retiré, Corinne, tu peux y aller. On ne voit pas le. Isabelle? Sinon, Isabelle, passe les diapos. Oui. Isabelle va passer les diapos, je lui ferai un petit clic. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Corinne Boin, donc ancienne cadre de santé en service de néphrologie et depuis un peu plus d'un an, donc coordinatrice du réseau de néphrologie de Néphrolore. Donc, mon propos s'intitule « Comment intégrer l'éducation thérapeutique dans le parcours des soins des maladies rénales chroniques ?» Et donc, je n'aurai surtout pas l'ambition de vous donner une solution clé en main, mais bien de partager avec vous une réflexion, un questionnement qui, somme toute, sont à la base d'une méthodologie et clé de réussite à l'intégration de l'ETP. Diapo suivante. Madame Kessler vous a fait donc présenter la MRC et donc je n'ai rien à ajouter. Cependant, je vais insister et développer quelques points à travers de cette illustration qui par ailleurs va être le fil conducteur de mon propos. Ainsi, parler de MRC, c'est penser maladie, avec ses phases de diagnostic, traitement, accompagnement et suivi. C'est penser aussi maladie chronique, donc maladie évolutive, qui, au gré de complications et de phases de non-récupération, s'aggrave, passant d'un stade à un autre. Autrement dit, passant du stade de risque MRC augmenté à une phase de diagnostic MRC, puis au stade 3, puis au stade 4. Le stade 5 est le stade de présuppléance. Enfin, la suppléance rénale avec la dialyse, qu'elle relève de l'hémodialyse ou de la dialyse péritonéale, avec la transplantation et ou le traitement conservateur, qui, pour rappel, consiste en une prise en charge thérapeutique active, mais sans dialyse. C'est l'engrenage dans l'insuffisance rénale, passant d'une insuffisance rénale modérée à confirmée, puis terminale. Au regard de ces diverses temporalités, c'est donc penser parcours de soins. Diapo suivante. Qui dit parcours de soins avec ces temporalités sous-tend une évolution des acteurs. Comme vous le voyez sur la frise, à chaque stade, un professionnel, du médecin traitant au spécialiste, en lien avec les facteurs de risque. On l'a dit, Madame Kessler vous l'a présenté, que ce soit des pathologies cardiologiques ou le diabète, donc en lien avec le cardiologue ou le diabétologue. Puis dès le stade 3B, ce sont les néphrologues en collaboration avec les IPA, donc les infirmières en pratique avancée ayant la mention néphrologique, et toujours en lien avec le médecin traitant, surtout avec le médecin traitant dans le cadre du traitement conservateur. Ce parcours s'organise autour des soins en continuité et cohérence, ce qui sous-tend l'importance d'une coordination de parcours. Diapo suivante. La coordination s'impose d'autant plus qu'à la diversité des acteurs se surajoutent des possibilités de modalités de prise en charge qui contribuent aussi à structurer le parcours de soins. Dès 2018, c'est la mise en place du forfait MRC
Pour rappel, ce forfait s'appuie sur une approche multidisciplinaire centrée sur la personne dès le stade 4 de la MRC. La prise en charge repose sur des suivis et accompagnements, à minima par un néphrologue, une infirmière et une diététicienne, et ce, une fois par an. L'objectif de la mise en place de ce forfait, de cette prise en charge, est de retarder la mise en place des traitements de suppléance. Dans cette démarche pluridisciplinaire, peuvent être sollicités en complément l'assistance sociale, le tabacologue, l'éducateur en activité physique adaptée. À noter que ces acteurs sont aussi ceux qui interviennent très souvent dans les programmes d'éducation thérapeutique. C'est aussi intégrer la télésurveillance, qui, après une phase expérimentale par le programme ETAPE, est passée dans le droit commun en 2023. C'est une modalité de suivi accessible aux patients dès le stade 4 de la MRC, ainsi que pour les patients transplantés. Pour le forfait MRC, l'ETP complète l'offre de soins. En ce qui concerne la télésurveillance, la condition sine qua non pour l'éligibilité des patients, c'est d'avoir participé à un programme d'éducation thérapeutique, d'être devenu acteur, autrement dit partie prenante dans son suivi, pour alerter en temps utile et limiter les complications. Diapo suivante. L'ETP en MRC, c'est donc partir du postulat que pour chaque stade de la MRC, il y a une éducation thérapeutique, un ou des programmes avec des objectifs et des messages précis. Un clic, parce que la diapo est animée, c'est au regard des facteurs de risque augmentés, une éducation thérapeutique en lien avec la pathologie à risque. On les a cités tout à l'heure, le diabète, l'hypertension ou les pathologies cardiovasculaires. Et cette ETP a pour objectif de sensibiliser le patient sur l'impact de certaines maladies sur le fonctionnement du rein. Au diagnostic, donc un clic, c'est une ETP de néphroprotection. Elle a donc pour objectif à ce stade de sensibiliser sur l'intérêt des mesures d'hygiène de vie pour retarder l'apparition de la MRC et aussi de mettre en place au plus tôt des mesures d'autosurveillance afin de réagir au plus vite dès l'apparition de signes MRC. Au stade 3, D et 4, c'est une ETP néphroprotection renforcée. Elle a pour objectif d'insister, et là on monte d'un cran, sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures et ou traitements pour protéger les reins qui, je vous le rappelle, sont malades. Et ce, toujours avec l'idée de retarder l'évolution de cette insuffisance rénale. Alors, c'est à ce titre contrôler les facteurs aggravants, on ne leur revient pas, comme le diabète, l'hypertension, le tabac, le cholestérol. Contrôler, c'est quoi? C'est surveiller pour agir et adapter les traitements au plus vite. C'est adopter des mesures d'hygiène de vie en lien avec les facteurs de risque pour un changement de comportement, comme par exemple avoir une alimentation variée et équilibrée, pratiquer une activité physique, arrêter de fumer. C'est aussi avoir des connaissances pour ne pas surajouter des facteurs de risque, comme exemple la toxicité rénale de certains médicaments qui sont donc contre-indiqués. Donc, c'est pouvoir dire « je ne dois pas consommer ce type de médicament ». C'est être autonome pour alerter et réagir au plus tôt pour limiter la survenue et l'impact de complications. Et enfin, c'est anticiper l'avenir et protéger le capital veineux. À la présuppléance, c'est une ETP de choix afin d'impliquer le patient dans le choix de ce traitement. Faciliter son adhésion pour la suite de sa prise en charge. N'oublions pas que c'est le projet du patient en lien avec son projet de vie, d'où l'importance d'avoir son adhésion. Aux étapes d'options thérapeutiques, c'est une ETP de suppléance adaptée aux différentes thérapeutiques pour développer les compétences d'auto-soin et d'adaptation. Ce que l'on retiendra, c'est que l'ETP trouve sa place à tous les stades de la MRC, avec des objectifs et des messages adaptés et des enjeux importants, et surtout avec un pouvoir d'agir avant l'insuffisance rénale terminale. Diapo 6. Nous venons de voir dans cette première partie la place de l'ETP, la place des programmes dans le parcours de MRC.
Maintenant, répondre au comment intégrer l'ETP dans la MRC, c'est pour les professionnels qui sont aux prémices de la réflexion, se poser les questions à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le temps du programme. Les questions à se poser sont: quelle zone cible? Le territoire, la structure de soins? Quels sont les besoins de la population ciblée? Quels sont mes besoins, mes attentes en tant que professionnel de santé? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je peux proposer? Existe-t-il déjà un programme MRC? Pourrais-je en disposer? Dois-je créer un programme? Et comment? Avec qui? Là, juste pour rappel, vous savez tous que il existe des recommandations HAS qui apportent déjà un certain nombre de réponses et que vous pouvez consulter si, le cas échéant, vous souhaitiez construire un programme. Autre question, existe-t-il des programmes avec possibilité de passerelle? Ce qui, au final, répondrait à mes besoins, aux besoins des patients. Cela revient bien en amont à cibler le pourquoi et le pour qui du programme. Comment me renseigner? Quelles sont mes ressources? Vers qui me retourner? Là, je vais faire la pub, mais pensez Espace Ressources, ETP Grand Est, qui a réalisé donc un recensement et une cartographie des programmes existants. Pensez aussi réseau d'expertise pour le contenu, qui peut être un soutien. Pensez dispositifs d'accompagnement et de coordination, qui, pour certains, sont impliqués dans l'éducation thérapeutique et portent déjà des programmes d'éducation thérapeutique de maladies rénales chroniques. Et puis enfin, pour cette partie, pensez coordonnateur. Qui va coordonner le programme? Les points de vigilance à avoir sont au nombre de 3. L'identification des besoins des patients à chaque étape de la maladie, qui sont bien différents des besoins, des attentes des professionnels de santé. Ce n'est pas du tout la même chose. Les attentes des uns n'étant pas forcément les attentes des autres. Pensez aussi à co-construction avec les patients partenaires des programmes. Alors, pensez à France Rein, c'est une association de patients donc, spécialisée donc, dans la néphrologie et qui, au niveau Grand Est, est très impliquée. Et enfin, autre point de vigilance, c'est ne pas hésiter à solliciter l'expertise. Après ce prérequis de construction, il faut penser animation. D'accord, mais animer avec qui? Et là encore, ce sont tout un tas de questions qu'il faut se poser. Quelles sont les ressources humaines? Quels professionnels de santé? Sans oublier de penser pluridisciplinarité. Là aussi, dans les recours HAS, c'est fortement souligné, attendu. Quid des patients partenaires, des patients ressources? Quelle place ont-ils? Quelle place veulent-ils? Témoigner ou co-animer, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Quelle formation? Qui, pour rappel, est obligatoire, à minima de niveau 1 pour tous les animateurs. Mais quid de l'appropriation des messages clés spécifiques qui ne sont pas forcément ciblés lors des formations de niveau 1? Comment me renseigner, là encore une fois de plus? Vers qui me retourner? Je redis, pensez à France Rein, à leurs référents départementaux et ou régionaux, car cette association est un partenaire clé dans la MRC et très impliquée, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'éducation thérapeutique. Pensez au réseau d'expertise, toujours, qui peut être source de renseignements, de conseils. Autre question, quelles sont les ressources logistiques? Pensez où décliner le programme. Selon le programme, pensez proximité. Quel lien possible entre la ville et l'hôpital? Peut-on penser au DAC, au dispositif d'accompagnement et de coordination, au CPTS? Quelle coordination, donc, justement, par rapport à son territoire? À la suite des ateliers et des séances individuelles et ou collectives, quelles sont les informations utiles à transmettre? À qui? Là aussi, ne pas oublier le médecin traitant. À ce stade-là, les points de vigilance sont les suivants. La co-animation entre patients et professionnels de santé. Les modalités de réalisation qui doivent allier collectif et individuel. Les lieux de mise en œuvre. Et enfin, ne pas oublier le médecin traitant. Enfin, troisième et dernière étape, non négligeable, que sont les étapes d'évaluation et de réajustement. Elles permettent la pérennisation du programme et de l'offre de soins ETP au plus près des patients.
Là encore, une fois, tout plein de questions à se poser. Quelles sont les ressources humaines? Celles-ci sont-elles adaptées, pluridisciplinaires, en nombre? Pour les patients ressources, il faut anticiper le renouvellement des formations, car les patients ressources sont et restent le plus souvent des patients dont l'état général peut à tout moment justifier leur retrait dans la coanimation et mettre en péril, faute de patients, faute de ressources, cette coanimation qui est recherchée par le partage d'expériences, justement. Quelles sont les ressources logistiques? Comment vit le programme? Le programme est-il toujours pertinent? Les messages adaptés? Comment puis-je m'en assurer? Pensez au réseau d'expertise, une fois de plus, ou à des professionnels spécialisés. Il est important de penser à ce moment-là à décloisonner avec l'intérêt majeur qu'apporte le travailler ensemble. Et enfin, par rapport à l'évaluation, y a-t-il des axes d'amélioration et de quel ordre? Les points de vigilance sont la coévaluation avec les patients partenaires, le recours aux expertises. Ce que je peux dire en conclusion, en première diapo de conclusion, c'est que la maladie rénale est une maladie chronique, onéreuse, qui peut, parce qu'elle est silencieuse et évolutive, entraîner un retard de prise en charge. Qui peut aussi, par son évolution, par ses temporalités et diversité des acteurs, par des modalités de prise en charge diverses, amener à une rupture de prise en charge. Il est dès lors très important d'avoir une lisibilité du parcours, une identification de l'existant, une clarification des enjeux thérapeutiques et, ce qui est le plus important, une coordination du parcours de soins. Intégrer le TP, c'est penser éducation thérapeutique à tous les stades, avec pour principe, prévenir vaut mieux que guérir. En s'appuyant sur ces bénéfices, à savoir que l'ETP, ne l'oublions pas, permet de ralentir la progression, d'éviter les complications, de retarder l'arrivée de la suppléance, d'améliorer l'observance au regard de traitements complexes et pesants, de préparer le patient au choix de traitement de suppléance, de rendre le patient acteur, ce qui est le principe bien défini de l'ETP, de développer des compétences de vivre avec, de renforcer l'adhésion, de rendre moins opaque la maladie et son avenir dans la maladie par le partage d'expérience. Par le partage d'expérience. Pour, ne l'oublions pas, une qualité de vie pour mieux vivre avec la maladie rénale. Merci de votre écoute. Je ne comprends pas. Pardon, j'avais coupé mon micro, je partais avec un handicap. Du coup, il y a une question. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question ou au professeur Kessler ou à Madame Boin? Alors moi, j'en ai peut-être une du coup pour vous. On a plus de 45% des programmes qui sont des programmes à destination de patients qui ont des facteurs de risque, du coup. Mais on ne voit pas de diminution du nombre de patients, en tout cas sur le territoire. Je n'ai pas l'impression qui vont jusqu'à la maladie rénale et qui vont au-delà de la maladie rénale. À votre avis, quelles seraient les pistes à ce stade pour qu'il y ait une efficience plus grande, ou du moins, en tout cas, une vigilance à avoir dans les programmes ETP existants, afin d'armer nos patients différemment? Alors peut-être que, du coup, voilà, mais je vous pose la question de cette façon-là, parce qu'on n'a pas de diminution de complications, je n'ai pas l'impression, chez les diabétiques, par exemple. Moi, j'ai déjà une première question. Je ne connais pas l'ensemble des programmes, mais aborde-t-on à un moment la possibilité d'une complication rénale? C'est la première question, puisque parfois, on rappelle à ces professionnels qu'il faut en parler. Il faut vivre avec un diabète,
et puis l'éducation thérapeutique en diabétologie, l'objectif du programme, c'est justement de parler des complications, de les sensibiliser et de ne pas les leurrer. Bien souvent pour le diabète, c'est bien souvent pour le diabète, on est très centré pathologie, pied diabétique, peut-être pas suffisamment sur le risque d'insuffisance rénale. On est très axé aussi sur toutes ces nouvelles technologies qui traitent le diabète. Voilà. Et puis, bien souvent, je l'ai dit, hein, l'insuffisance rénale, c'est une maladie sournoise, silencieuse, à bas bruit, et on ne va pas la voir. Et donc, on ne va peut-être pas s'en méfier autant qu'il le faudrait. Je pense que ça devrait déjà peut-être, on devrait tous se reposer la question, finalement, dans ces programmes-là, parle-t-on de l'insuffisance rénale? Et quand j'ai développé, faut-il que je crée un programme ou existe-t-il ces programmes-là et puis-je faire un lien et donc faire une passerelle finalement et parler du risque d'insuffisance rénale, c'était en ce sens-là que je voulais, c'est dans ce sens-là que je voulais aller. Très bien. En tout cas, ça, c'est déjà une piste effectivement importante. Alors, je pense que sur l'ensemble des programmes de diabéto, il doit y avoir au moins 90% qui abordent les complications et l'ensemble des complications. Peut-être que c'est aussi la manière de l'aborder et la temporalité du patient. On y reviendra peut-être aussi tout à l'heure dans les interventions. Il y a aussi une question, alors sur le comment devenir patient expert, on y reviendra peut-être ultérieurement, mais en tout cas, de la place, et vous avez insisté, de l'expertise du patient et de sa participation à la création du programme ETP dès le départ. Et ça, je pense que c'est une vraie plus-value et il ne faut pas qu'on en ait peur non plus, parce que ça peut aussi être une crainte à un moment ou à un autre. Oui, mais dans nos expériences, à chaque fois que l'on a associé, et nous, je veux dire, avec Néphrolore, on a toujours fait participer les patients dès les débuts de l'ensemble des programmes, c'est justement être sûr qu'on utilise les bons mots. Et parfois, les professionnels veulent protéger les patients et les patients nous sont intervenus, ils nous disaient, mais non, mais il faut appeler un chat, il faut oser dire les choses aussi. Et à l'inverse, voilà, je veux dire, c'est un bon consensus entre faire abattre toutes les représentations qu'ont les professionnels des patients et vice-versa. Et je crois que c'est vraiment très important. Et puis, ça permet d'être sûr de mettre les bons mots, de partager le sens des mots qui vont être utilisés. Donc, c'est des étapes au préalable qui sont très, très riches. Et pour moi, une clé de réussite aussi de l'implication des patients dans l'étape d'après qui est l'animation, sans oublier l'évaluation, bien évidemment. Ouais, c'est aussi un gage de qualité très clair. Vous parliez toutes les deux aussi du stade précoce, hein. Du coup, c'est une parfaite, on va dire, transition pour le prochain interlocuteur. Du coup, on va vraiment là parler du rôle du médecin traitant en proximité et de la place de l'ETP. Et je vais passer la parole au docteur Ahmed El Bekri qui va se présenter et qui va nous dire un petit peu comment il voit les choses. Bonjour à tous, Ahmed El Bekri, je suis généraliste dans les Ardennes et je suis vice-président de la CPTS du Rotellois. Voilà, je remercie Madame Merthe, Madame Costa de m'avoir invité à ce web café. Voilà, diapositive suivante. Alors, donc, la place de l'ETP en médecine générale, on pourrait schématiser, même si ces trois schémas-là peuvent être un petit peu mêlés ensemble. Trois niveaux sont envisagés. Le niveau 1, c'est une mise en œuvre du médecin de façon isolée. Il s'intègre dans l'acte médical. C'est ce que la majorité des professionnels font. Hein, le rôle de médecin éducateur ou conseiller de santé. Alors, on n'est pas effectivement dans la même définition de l'éducation thérapeutique, mais c'est un niveau qu'on peut envisager. Niveau 2, c'est une organisation territoriale de proximité impliquant deux professionnels de santé. Là, on peut citer l'exemple l'infirmière médecin, notamment les infirmières azalées. Vous savez, c'est un dispositif qui a été autorisé en 2012 au titre d'article 51 de la loi HSPT 2009. Le but est l'amélioration du suivi du patient atteint de pathologies chroniques. Donc, voilà, on est vraiment dans les pathologies chroniques et de dégager du temps pour le médecin. Le niveau 3, c'est le médecin qui intervient au niveau d'une coordination. Et là, CPTS, réseau, DAC, PTA, ça a tout son sens.
Alors, si on prend le niveau 1, on pourrait envisager les inconvénients et les avantages. Les avantages, c'est créer une alliance thérapeutique, s'intéresser à la vie du patient, écouter ses envies et ses réticences. Le patient devient acteur de sa maladie au lieu d'un monologue du médecin délivrant retour descendant de connaissances médicales. La consultation devient un moment de partage, de rencontre et d'une personne unique dans sa façon d'appréhender de sa maladie et d'être malade. Les inconvénients, on peut citer, il faut y penser, hein, quel temps pour convaincre le patient aussi, ça compte beaucoup. Les patients se succèdent en consultation avec des demandes multiples au cours de la même consultation. J'ai du mal à prendre du recul et me dire que le patient qui vient renouveler son traitement vit depuis des mois, voire des années, sa maladie chronique. Que sait-il de sa maladie? On revient à la connaissance et comment vit sa maladie. Alors, quel patient inclure dans cette démarche? C'est important aussi de penser à ça. On pense d'emblée aux patients diabétiques. On disait tout à l'heure, le professeur Kessler disait que les pathologies donc, fréquentes, on a vu cardiovasculaires, pathologies aussi liées au cancer, mais effectivement, il y a des maladies, la maladie rénale chronique aussi, et toutes les pathologies chroniques peuvent absolument être intégrées dans ce choix-là. Voilà. Alors, le niveau 2, bien entendu, l'avantage, c'est dégager du temps pour les médecins en déléguant une partie de la démarche à des tiers formés comme les infirmières azalées. Ce dispositif, comme je disais tout à l'heure, c'est porté par une loi 1901 et a pour but d'améliorer la prise en charge des maladies chroniques en médecine de ville. Alors, il faut un protocole de coopération qui permet des délégations d'actes et d'activités de médecins généralistes vers des infirmières déléguées de santé publique, qui travaillent au sein du cabinet du médical. Les inconvénients, ça limite quand même le nombre de patients recrutés, ne permet pas d'aborder tous les aspects de la pluridisciplinarité. On va voir que c'est un côté très important au niveau de l'ETP et nécessite bien aussi de définir les rôles du médecin et de l'infirmière avec une question de responsabilité également. Alors, le niveau 3 qui nous tient bien à cœur, nous, sur le Rethelois, l'exemple de la CPTS de Rethelois et des alentours, donc l'ETP suppose, alors je cite Grimaldi ici, c'est l'ETP suppose une culture partagée et nécessite un travail d'équipe. Elle ne saurait être l'œuvre de seuls médecins ou de seuls paramédicaux. André Grimaldi, qui est diabétologue à la Salpêtrière et qui a travaillé beaucoup sur cette thématique de l'ETP. Alors, notre projet ETP était piloté par la CPTS du Rethelois. C'est un projet qui intègre ville-hôpital. Le thème retenu est l'insuffisance cardiaque. On a trouvé qu'au niveau de notre territoire, il y avait un manque important pour cette thématique. Qu'il y avait aussi une thématique par rapport à l'hôpital du fait de l'hospitalisation fréquente des patients avec des décompensations. Voilà, cette thématique a été choisie. Donc, il y a formation de 15 professionnels de santé, c'est la formation de base, et il y aura aussi la formation d'un coordinateur avec un niveau 2. L'organisme formateur, après un appel d'offres, a été choisi, c'est EduSanté. EduSanté avec Laurent Girardot qui nous a accompagnés dès le départ sur le développement de l'ETP dans notre région. Le soutien logistique, c'est le GHSA, le Centre hospitalier Sud-Ardennes, avec bien sûr encadrement et conseil de l'ETP Grand Est, dont je les remercie vivement. On a un financement qui consiste avec un crédit flash qui va être destiné, donc ça c'est l'ARS voilà, qui après dépôt de dossier, qui va aider à la formation. La CPTS à peu près 6 000 € et au niveau des ACI par rapport à la CPM, on est peut-être aux environs à peu près ces sommes-là de 14 000 € pour écrire notre programme. La formation est débutée, cela on l'espère en début 2025. L'articulation avec d'autres projets de territoire, et c'est très important, le DAC 08 avec Réseau Diabéto qui a développé des programmes ETP dans la région.
Le parcours de l'insuffisance cardiaque en sortant d'hospitalisation, très important, puisqu'il y a un projet CPAM, mais aussi projet à la MSA. Et on a aussi un projet d'installation d'une maison médicale de cardiologie qui est menée par une équipe de médecins privés dans l'organisation du Dr Duval. Enfin, il faut noter qu'on a un système de communication qui nous permet de travailler tous ensemble, qui a été choisi par la CPTS, qui est Pandalab. C'est un système de communication qui ressemblerait à WhatsApp, mais qui est sécurisé et qui relie 180 professionnels du territoire de toutes disciplines. Alors, aussi, donc l'avenir serait aussi de migrer vers le système Parséo ou Pulsi pour être un peu en conformité, en quelque sorte, avec les interlocuteurs hospitaliers, notamment le CHU de Reims. Alors, pourquoi le TP porté par la CPTS? La CPTS offre un cadre adapté au territoire et de nouveaux moyens. L'aspect interdisciplinaire, dans un objectif commun, l'interdisciplinarité suppose des interactions fortes, donc des espaces de dialogue, d'échange, de connaissances, d'analyse de croisement de méthodes. Le professionnel n'est plus un acteur pris isolément, mais s'intègre dans une équipe contrairement à la pluridisciplinarité qui, elle, juxtapose les différentes spécialités les uns et les autres. Il faut un temps dédié, formation approfondie des professionnels de santé, avec un travail de groupe, donc changement de culture, avec intégration des MSP, des ESP, des médecins et professionnels de santé isolés. Le bilan éducatif du patient et évaluation à partir du diagnostic éducatif. L'équipe chargée de l'ETP va construire en lien avec le médecin traitant un programme d'éducation personnalisé, planifié dans le temps et négocié avec le patient, donc avec une définition de priorité. Donc ça, c'est un peu ce qui a été dit, un peu, on retrouve des éléments des autres personnes qui ont présenté. L'autonomisation du patient, l'éducation thérapeutique doit aussi permettre aux patients d'adopter un comportement actif lors de toute prise de décision médicale le concernant. Donc, la délibération médicale est une étape essentielle avant de prise de décision médicale, au cours de laquelle le médecin délivre des informations sur chaque alternative thérapeutique et ses conséquences. Quelle complémentarité entre l'exercice médical et l'ETP, l'éducation thérapeutique? Je vous cite cet exemple-là avec moi-même. Donc, c'est le cas d'une patiente de 54 ans suivie depuis quelques années avec un RAC serré, rétrécissement aortique. Elle bénéficie d'un changement de valve en faveur d'une valve Saint-Jude. Elle fait de nombreuses complications et la durée d'hospitalisation est de 3 mois. Avant sa sortie, elle bénéficie d'un entretien avec une infirmière de pratique avancée, lui expliquant les automesures d'INR par un appareil dédié et corrélé à l'INR prélevé en ville. À J5, je la reçois à mon cabinet. L'aspect psychologique de la longue hospitalisation est abordé en premier lieu. Je poursuis par l'examen clinique, la rédaction des ordonnances pour les traitements et le suivi biologique. On voit que l'ETP, dans ce cadre, pourrait intervenir pour former la patiente au maniement des anticoagulants et pérenniser son savoir sur la durée. L'ETP vient compléter l'action qui a été débutée à l'hôpital et au médecin. Le patient est pris en charge dans une démarche éducative qui va le rendre acteur de sa santé. Néanmoins, on pourrait se poser la question, effectivement, la démarche aurait pu être initiée en début de maladie pour éviter cet épisode critique. Et donc on voit bien que l'ETP intervient à toutes les étapes de la maladie chronique et c'est encore mieux quand ça intervient au tout début. Le rôle du médecin généraliste, donc, bon, il y a peut-être probablement des redites là-dessus, concernant la maladie rénale chronique. Le médecin généraliste doit occuper une place centrale dans la prise en charge du patient insuffisant rénal chronique. Il a le rôle de sensibilisation, la prévention, hydratation, alimentation, l'activité physique, la recherche des protéinuries, on pourra dire bien entendu albuminurie, comme a dit le professeur Kessler, systématique au cabinet du praticien. Alerter le patient sur l'effet néfaste de l'automédication, les anti-inflammatoires, c'est vraiment un fléau.
prévention du risque de diabète et maladies cardiovasculaires, la maladie rénale chronique pouvant être la conséquence, mais aussi le facteur d'aggravation des autres. Préparation psychologique du patient à la dialyse, ça c'est vraiment un stade plus avancé. Donc la MR, c'est une maladie longtemps asymptomatique, pouvant évoluer vers l'insuffisance chronique terminale. La plupart des patients pourraient être identifiés au stade plus précoce afin de bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire adaptée. Le TP a tout son sens dans ce cadre. Bon, bien sûr, le réseau néphrologue, mais voilà, en médecine de ville. Maladie rénale chronique et ETP. Donc, les informations, les objectifs pédagogiques spécifiques aux patients ayant la maladie rénale chronique et sur lequel pourrait reposer un programme d'ETP. Il y a certainement des choses qui ont été déjà dites, bien entendu. Les mesures de néphroprotection, faire connaître les médicaments néphrotoxiques, comprendre l'intérêt d'éviter l'automédication, connaître les risques d'accumulation des effets indésirables des médicaments à élimination renale, connaître les précautions à prendre lors d'examens radiologiques liés à l'injection de produits de contraste, connaître les précautions à prendre en cas d'exposition professionnelle, le plomb, le mercure, la modification des facteurs de risque cardiovasculaire, faire comprendre l'importance de l'arrêt du tabac, l'intérêt de l'automesure de la pression artérielle, apprendre sa bonne réalisation, du poids, sensibiliser aux mesures hygiéno-diététiques permettant d'éviter le surpoids et l'obésité, des conseils autour de l'activité physique et diététique, la protection du capital veineux, les signes et symptômes de la maladie, savoir les surveiller et les connaître, et enfin les traitements, connaître et comprendre des techniques de soins, effets indésirables, les possibles planifications d'examens de routine. Donc vous voyez, c'est quand même sur un programme de TP, il y a quand même une charge très importante vis-à-vis des patients par rapport à ces acquisitions-là. Donc, il est parfaitement souhaitable, bien entendu, que ce soit intégré dans un parcours de TP. Donc, voilà, vous avez une sélection de bibliographies avec différents documents. Merci infiniment pour cette intervention claire, hein, qui positionne bien aussi le rôle et du médecin traitant et aussi de la structure qui est une CPTS, qui me paraît aussi intéressant. Juste un petit, du coup, sur les crédits starter, hein, effectivement, qui étaient nommés crédits flash, hein, où effectivement, il y a des aides aussi pour la médecine de ville pour développer des programmes, puisqu'on sait que 80% des programmes sont des programmes hospitaliers et qu'un programme de proximité peut aussi aider le patient peut-être à adhérer plus vite si c'est plus proche de chez moi. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, dans la salle? Enfin, dans la salle, à travers l'écran et notre salle virtuelle. En fait, vous êtes tous tellement clairs que plus personne n'ose poser de questions. Alors, je pense que je vous propose qu'on passe à la suite et puis on verra ensuite les questions à la fin, puisque de fait, hein, on a une présentation d'un programme qui se déroule au sein de l'oral, hein, et du coup, ça va faire lien et sens avec aussi ce qui a été dit jusque-là par et le professeur Kessler et Madame Bouin et le docteur El-Bekri, de fait, puisque là, on retrouve bien toutes les étapes. Donc, je vais passer la parole à Marie Giboudot pour sa présentation du programme qui est à destination des patients qui ont un stade 4 et 5 et qui sont déjà sur de la suppléance. Donc, Marie, je vous passe la parole. Merci Catherine. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Marie Giboudot. Je suis coordinatrice à Oral. C'est une association alsacienne depuis quelques mois maintenant. Et je vais vous présenter notre programme ETP, Mieux choisir sa suppléance rénale, qui va être déposé tout prochainement à l'ARS. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfaitement. Ok, super. Donc, je vais déjà vous expliquer un peu à qui s'adresse notre programme, comment nous avons ressenti le besoin de le créer, comment il va se dérouler, quelle place y est accordée pour les patients ressources et l'objectif de ce programme.
Alors déjà, pour qui? Déjà, on va reprendre des petites données d'épidémiologie des patients insuffisants rénaux chroniques. Il faut quand même se rappeler qu'un tiers des patients qui entrent en suppléance n'ont pas vu de néphrologue dans les 6 mois précédents. Que 30% de ces patients arrivent en suppléance en urgence. L'arrivée en urgence dans une suppléance, c'est une baisse de chance de survie à 12 mois de 87 à 74%. Ce qui plaide quand même dans l'élaboration de programmes qui garantiraient une continuité des soins de ces patients insuffisants rénaux. Ensuite, pour qui? Eh bien, déjà pour les patients. Et quels sont, on en parlait tout à l'heure, les besoins, les volontés des patients. Une enquête initiée par Rénalo et par les acteurs de la maladie rénale, qui date maintenant un petit peu, mais qui nous montre quand même bien l'état des lieux. Elle date donc de 2012 à 2013. Il y a quand même 9000 patients qui ont pu participer à cette enquête, soit 10% des patients dialysés et greffés de France. À l'issue de cette enquête, on pouvait notamment relever que les patients avaient un besoin. On l'aide à retrouver en lui les ressources pour vivre et devenir acteur, y compris dans le processus décisionnel. Donc, on pense bien là, effectivement, au processus décisionnel, notamment concernant la suppléance. Notre programme à nous, donc mieux choisir sa suppléance rénale, pour qui, clairement? Nous avons depuis 1 an maintenant à Oral une filière MRC dont mes collègues ont parlé avant. Donc, ça sera pour ces patients qui sont suivis dans notre filière MRC sur prescription médicale pour des patients ayant un DFG inférieur à 20. Alors, comme partout, c'est adaptable. On est parti sur inférieur à 20, mais évidemment, si ça peut être un petit peu au-dessus, si on voit que c'est un DFG qui descend très rapidement. Et évidemment, toujours avec le consentement du patient. Ça ne sera jamais une obligation, parce que c'est un des critères principaux de l'ETP. Alors, pourquoi? Donc, si on fait un état des lieux de l'implication des patients dans leur choix de suppléance, il y a un bulletin qui est sorti en septembre 2022 qui disait que 20% des patients au stade 4 de leur maladie rénale n'ont pas de projet, ne savent pas ce qu'ils vont choisir au niveau de la suppléance. Et 70% ont choisi au stade 5. C'est-à-dire qu'il y a quand même 30% des patients qui ont un DFG inférieur à 15 qui ne savent toujours pas vers quelle suppléance s'orienter. La question se pose de pourquoi est-ce que ces projets ne sont pas fixés? Eh bien, dans la majorité des cas, c'est parce qu'il y a un manque de recul du patient. Dans certains cas, c'est également un manque de réflexion au niveau du patient ou de son néphrologue. Mais on voit quand même bien là, même s'il y a des choses qui sont en cours de réflexion, par les patients, il y a quand même la moitié des patients qui n'ont pas le recul nécessaire et donc qui auraient peut-être besoin d'avoir des aides, des outils pour mieux choisir. Nous, à notre stade, avant de commencer cette réflexion, on a eu l'émergence d'un besoin. On a depuis 12 ans maintenant un programme pour nos patients hémodialysés qui fonctionne bien. On a pu voir qu'il y a un réel gain de connaissances dans ce programme. Par contre, on s'est toujours posé la question de la mobilisation des compétences qui sont derrière. C'est-à-dire que oui, ils savent ce qu'ils doivent savoir, mais est-ce qu'ils arrivent à les mettre en place? Est-ce qu'on leur donne suffisamment d'outils pour qu'ils aient les compétences réellement de le faire? Le constat, c'est que pour que ces compétences soient mises en place, il faut encore que le patient ait envie et la motivation vers le changement. Il faut qu'il y ait un réel engagement vers le changement. Or, cette motivation, elle est forcément liée à une adhésion. Si le patient n'adhère pas au traitement, à n'importe quel traitement, forcément, il ne mettra pas en œuvre des changements derrière. L'adhésion d'un traitement, il faut en avoir compris l'intérêt, mais surtout peut-être aussi l'avoir choisi. Notre projet à nous, c'est que ce choix du patient vers son traitement, ça permettrait de favoriser son implication dans son parcours de soins. Et donc, une fois qu'il serait mieux impliqué dans son parcours de soins, il aurait peut-être plus de motivation après à engager ces changements. À quelle étape? Donc, j'ai repris la frise présentée par Corinne. Depuis, je vous ai dit, 12 ans maintenant, on a donc un programme au stade suppléance qui s'appelle Mieux vivre sa dialyse. Donc, on est vraiment au tout dernier stade de la maladie. Depuis 1 an maintenant, on a accès via la filière MRC aux patients au stade précédent de la maladie. On va donc pouvoir intégrer également le TP à ce stade, au stade précoce. Donc, on va
vu qu'on est déjà au bout, j'ai envie de dire, de la suppléance rénale, on a fait le choix de, on va dire, basculer, passer un petit bond en arrière pour s'occuper de nos patients au stade 5 et donc de leur proposer un ETP de choix de suppléance. On a appelé mieux choisir sa suppléance rénale. Toujours dans l'idée vraiment de couvrir ce parcours patient, maintenant qu'on a accès à nos patients au stade un peu plus précoce. En pratique, comment il se déroule? Eh bien, on en a parlé tout à l'heure, hein, il faut un consentement du patient. Donc, une fois que le néphrologue l'aura adressé à l'équipe ETP, on expliquera au patient ce que c'est que le programme et on lui laissera le choix s'il veut y entrer ou pas. On réalisera un bilan éducatif partagé pour voir quels sont ses besoins, quelles compétences il souhaite acquérir. Et puis, on fera dérouler nos ateliers. Donc, on a prévu 4 ateliers dans ce programme. Un atelier sur l'insuffisance rénale chronique, puisqu'on s'est quand même rendu compte que même les patients, une fois en suppléance, ne savent pas toujours réellement ce que c'est qu'une insuffisance rénale chronique. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on repose les bases, c'est important. Il y aura un deuxième atelier sur la transplantation rénale, puis un atelier sur l'hémodialyse, en laissant une belle part à l'hémodialyse à domicile, hein, la dialyse péritonéale, et puis le patient sera effectivement revu en consultation néphrologique, puisqu'à ce stade de la maladie, ils sont vus quand même fréquemment par leur néphrologue. Et le programme sera clôturé par un entretien de fin de programme qui sera fait avec une infirmière d'éducation thérapeutique, où le patient pourra exprimer son choix, en précisant que ce choix pourra être effectivement évolutif, mais au moins qu'il puisse nous faire un état des lieux de sa réflexion et de là où il en est à ce moment-là. Nous avons fait le choix que ces différents ateliers soient faits à des moments différents. On a fait le choix de les proposer aux patients à 1 semaine d'intervalle chacun. Pour nous, ça permettra, on espère, aux patients de pouvoir prendre du recul, de laisser du temps à la réflexion, de pouvoir revenir au bout d'1 semaine sur l'atelier précédent, sur ce qu'il en a pensé, sur les questions qu'il peut y avoir, pouvoir peut-être échanger avec sa famille. Et le but de ces ateliers, c'est effectivement, je vous ai mis un petit dessin de balance, pour essayer d'illustrer le fait qu'on va essayer d'intégrer chez le patient, de le favoriser, une balance décisionnelle pour qu'il puisse identifier les avantages et les inconvénients de chaque technique et ainsi mieux l'aider à prendre sa décision. Donc encore une fois, en pratique, on est chez des patients qui sont un DFG inférieur à 20, hein, qui soient quand même assez près de la suppléance. Après, si un patient, par bonheur, restait encore 1 ou 2 ans sans suppléance, rien n'empêche de le réintégrer au programme, puisque ses besoins, ses projections de vie peuvent être différentes. On estime pour débuter qu'on aura à peu près une 30aine de patients par an. On va donc proposer ça majoritairement en collectif, sauf s'il y a vraiment un besoin du patient d'être un individuel. On va donc faire 4 ateliers collectifs par mois, comme je vous ai dit, 1 par semaine. Et on espère pouvoir avoir quelques patients et leurs accompagnants par atelier collectif pour arriver à une trentaine par an sur 5 mois peut-être dans l'année, avoir la file active qui se projettera, mais on espère sur une première année avoir une 30aine de patients. Pour l'animation, des infirmières formées à l'ETP, des patients ressources également, mais également des diététiciennes qui se joindront à nous pour faire ces ateliers. Alors, on en a beaucoup parlé, Corinne notamment a notamment beaucoup expliqué avant quelles sont les questions à se poser. C'est des questions qu'on s'est posées. La place notamment des patients ressources. On a eu, fut un moment dans notre programme actuel, un patient ressource et puis les aléas de la vie font qu'on l'a perdu. Et c'est vrai qu'on n'avait pas remplacé ce patient ressource, même si on en ressentait le besoin. Au moment de mettre en place ce nouveau programme, on a tout de suite ressenti le besoin d'avoir tout de suite, dès le départ, un patient ressource ou des patients ressources à nos côtés, vraiment même pour le monter, ce programme. Donc, il y a vraiment une co-construction entre notre équipe, les patients ressources, mais également nos partenaires. On est allé voir nos partenaires directs, voir ce que faisaient, comment c'était fait, et on a eu la chance de pouvoir partager aussi l'expérience d'Altise, qui nous a aidés à monter notre programme, qui nous a présenté leur programme. On a vu le programme de nos autres partenaires. Le but, c'était vraiment de partir sur l'existant. Parce qu'après avoir vu un peu ce qui se faisait,
on voit que peut-être les modalités sont différentes, mais qu'en tout cas, le fond du programme, le fond de ce genre de programme, c'est quand même relativement régulièrement les mêmes trames, les mêmes fonds, les mêmes choses qui sont abordées. Donc, ce n'est pas la peine de perdre du temps, enfin, nous, on a vu ça comme ça, pas la peine de perdre du temps à recréer ce qui existe déjà. Donc, on s'est vraiment appuyé sur l'existant dans une dynamique de partage avec nos collègues. Donc, comme je vous ai dit, on a tout de suite eu envie de créer ce pôle de patients ressources pour vraiment avoir un partenariat avec nos patients. On s'est dit, OK, c'est pour nos patients, mais nous, on veut aussi que ce soit avec nos patients pour avoir une vision partagée du parcours de soins et du projet de vie. Un patient ressource en ETP, c'est un patient qui a un vécu avec une maladie chronique, qui a développé une expertise personnelle en matière de gestion de sa propre santé. Et tout ça, en tant que soignant, quel que soit notre bagage, on ne l'a pas. C'est-à-dire, on a beau connaître la maladie chronique, l'insuffisance rénale, si on n'a pas une insuffisance rénale nous-mêmes, on n'aura pas le même vécu, on n'aura pas développé cette fameuse expertise personnelle. Il va pouvoir collaborer avec les professionnels de santé pour partager son expérience et aider à l'éducation des patients atteints de la même maladie. Le rôle, c'est bien de témoigner de leur propre expérience, de leur vécu et les moyens mis en œuvre pour résoudre les difficultés rencontrées. Partager ses expériences de vie avec la maladie chronique, ses connaissances acquises au fil du temps pour aider les autres patients à comprendre et surtout à intégrer ces fameuses compétences dans leur vie quotidienne. Quand on a créé notre pôle de patients partenaires, c'est tout récent, ça date d'il y a un an, je leur ai laissé le choix du nom parce qu'on entend beaucoup parler patients ressources, patients experts. Et du coup, je leur ai dit, quel nom vous souhaitez vous donner? Et eux, ils ont choisi d'eux-mêmes de s'appeler le pôle de patients partenaires. Ils ont vraiment mis un accent sur cet intérêt de partenaire. Ils ne voulaient pas forcément le terme expert parce qu'ils ne trouvaient ça pas adapté. Donc, eux-mêmes, ils se sont décrits comme étant des partenaires pour travailler en collaboration avec les professionnels de santé, pour planifier, mais également mettre en œuvre notre programme. Ils vont assister à nos réunions, ils assistent à quelques réunions et ils contribuent aux discussions en apportant une perspective de patient. Et le but, effectivement, c'est de soutenir également un soutien émotionnel aux autres patients en leur faisant savoir qu'ils ne sont pas seuls dans la maladie, qu'ils ne sont pas seuls à avoir vécu tout ça et que d'autres patients sont passés par là et ont peut-être trouvé des solutions qu'ils pourraient leur transmettre. Alors, notre programme en lui-même. On s'est appuyé, vous avez parlé tout à l'heure de l'HAS, ils ont notamment sorti un petit guide qui s'appelle Décider. On s'est appuyé sur ce guide-là et on a défini comme objectif principal de notre programme de préparer et faciliter le partage de la décision du mode de suppléance avec le patient et de le préparer à cette modalité. On a donc également défini des compétences d'auto-soin et d'adaptation. Je vous en ai listé là quelques-unes. Il faut qu'ils prennent conscience de la physiologie des reins et de l'insuffisance rénale chronique. On va insister aussi sur la prise de conscience de ce que sont les différentes modalités de dialyse, de suppléance. Être en capacité également d'identifier les avantages, mais également les contraintes de chacune de ces modalités afin d'être en capacité de faire un choix éclairé sur chaque technique de suppléance. Quand on parle avantages et contraintes, on voit bien là l'intérêt d'avoir des patients partenaires avec nous, qui vont vraiment les aider à identifier ces avantages et ces contraintes. Voilà, tout ce que je voulais vous dire, surtout, c'est que l'ETP doit, encore une fois, rendre le patient acteur de sa maladie dans l'intégralité de son parcours. Et nous, quand on a vu l'ouverture, en fait, l'accès aux patients qu'on avait jusqu'à maintenant au stade suppléance, vers les stades précoces de la maladie, on s'est dit, c'est une opportunité pour nous, vraiment d'intégrer l'ETP dans ces parcours-là. Le but, c'est vraiment que le patient puisse adapter sa maladie à son quotidien et non l'inverse, d'où l'importance du choix de suppléance. Nous sommes quand même partis d'un constat de manque de motivation et d'une résistance au changement chez les patients hémodialysés qui participent à notre programme actuel. L'important, ce n'est pas l'information, mais vraiment la capacité pour les patients qui la reçoivent de l'intégrer à leur vécu. Et ça nécessite une adhésion au projet de soins, qu'ils aient vraiment réfléchi à leur projet de soins pour qu'il soit le plus adapté à leur quotidien à eux.
Un patient, on espère, qui participera au choix de son traitement sera plus motivé à mettre en place des changements et lui permettra une meilleure implication dans son parcours de soins. Voilà, je vous remercie et je suis à vos dispositions s'il y a des questions. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation très claire, hein, du coup, où on voit bien que ça fait écho, hein, aussi avec la différence entre information et éducation. Et puis, ce que disait aussi le docteur El-Bekri au préalable, de dire, eh ben, il faut préparer aussi psychologiquement la personne, hein, et du coup, ce programme peut aussi y répondre à un moment donné. Donc, J'ai juste pas pensé à le préciser parce que ça me paraît tellement évident. On a effectivement aussi eu, alors c'est pas pour faire de la pub, mais c'est la réalité des choses, hein, le partenariat avec ETP Grand Est, hein, qui a notamment permis de nous rapprocher de Néphrolore, qui nous a énormément aidés. Donc, c'est vraiment ce partage en fait d'expérience, d'expertise. ouais. Vraiment, enfin, nous on l'a vécu vraiment comme un apport et nous a permis d'avancer beaucoup plus vite, vraiment. Et du coup d'apporter plus rapidement les solutions, on espère, à nos patients. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller voir ce qui se passe ailleurs. J'ai jamais eu aucune porte qui s'est fermée quand j'ai demandé aux gens d'aller voir ce qui se passait chez eux. Ils ont été bien accueillis, ça a permis des partages et vraiment, faut vraiment pas hésiter. Mais je pense que ce que disait alors, le professeur Kessler le disait au démarrage, hein, d'aller trouver les experts. Après, c'est aussi, alors l'espace ressources est là pour appuyer méthodologiquement, pour mettre en lien effectivement aussi, parce qu'on on est expert de la méthodologie de l'ETP et du programme ETP, mais pas de la néphro ou de la diabéto, on ne peut pas être expert en tout, et c'est très bien. Je rebondis juste sur votre présentation et on aura, parce que vous avez parlé des patients ressources, pairs, experts. Très clairement, on se noie un peu dans la sémantique, hein. Mais effectivement, c'est aussi un patient qui a pris du recul par rapport à sa pathologie. Et pour répondre à une des questions du chat, c'est aussi un patient qui est formé aux 40 heures pour pouvoir participer. Du coup, est-ce qu'il y a des questions pour Marie, du coup, par rapport à sa présentation d'un Juste pour programme? répondre à la dame qui avait demandé pour être patient Oui. ressources, nous, en l'occurrence, on a fait appel à nos patients, en fait. On a fait un appel à candidature chez nos patients hémodialysés, puisque à ce moment-là, c'était le panel des patients que j'avais. Et voilà, on a laissé une candidature large et on ne pensait pas, mais on a eu quand même plusieurs patients qui se sont portés volontaires, y compris pour aller en formation en 40 heures. Donc, il y en a qui resteront vraiment voilà, témoignants, mais il y en a qui seront vraiment formés aux 40 heures. Ils sont déjà en cours, là, il leur reste plus que quelques heures à valider. Et voilà, ils ont été prêts à s'investir. Ce qui sera intéressant, c'est aussi l'évaluation sur ce choix qui est fait là par rapport au vécu du coup, du choix qui va être fait consciemment, là pour le coup, de voir comment les patients vont adhérer à ce traitement-là de suppléance derrière. Donc, ça sera vraiment intéressant. Ouais. Il y a une question du coup que je vais peut-être reporter déjà au docteur El-Bekri, puis peut-être à Madame Kessler dans un second temps. C'est du coup le rôle du médecin traitant. Est-ce qu'il est le même avant la greffe et après la greffe, selon vous? Alors d'abord docteur El-Bekri, puis après Michel Kessler. Oui, très bonne question. Alors, le rôle, je pense qu'il est tout le temps, puisque nous, le patient, on le voit dans son parcours de maladie chronique depuis le début et après aussi, même si effectivement, une fois que le patient est greffé, il est quand même pris en charge d'une manière très pointue, pardonnez-moi du terme, par les néphrologues, par une équipe au-delà de néphrologues. Souvent, c'est une équipe de personnes qui ont l'habitude des greffes. Mais l'intérêt quand même de si nous ici sur Reims, sur le CHU de Reims, on a quand même souvent les mêmes interlocuteurs. On a facilité de les avoir, que ce soit par téléphone ou par mail. Et du coup, on échange pas mal, et donc y compris après la greffe. Donc, ce qui est un bénéfice pour le patient, je pense, et pour nous, parce que ça nous rassure aussi sur un certain nombre de choses assez pointues par rapport à la greffe. Mais globalement, on arrive à, oui, en principe, sur tout le parcours. Très
Très bien, merci beaucoup. Professeur Kessler. Oui, oui, oui. Mais je pense que quelle que soit la maladie rénale chronique et quel que soit le stade, quelle que soit la maladie chronique, quel que soit son stade, le médecin a à tous les stades un rôle complémentaire. Mm. Mais ce rôle complémentaire, il, euh, il ne peut être pleinement exercé que si le médecin généraliste entre dans cette équipe Mm. très multidisciplinaire, pluriprofessionnelle, parce que effectivement, ça ne marche que si chacun euh, se- connaît son rôle. Et il y a des choses en matière de transplantation qu'un médecin ne peut un médecin généraliste ne peut pas faire. Mais par contre, il peut être un énorme renforceur de messages. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, le patient reçoit des messages de son centre de transplantation et alors quand je dis le médecin, je dis même l'équipe de premier recours parce qu'il ne faut pas oublier en matière de greffe le rôle important que peut jouer le pharmacien d'officine du patient. Donc, son médecin traitant, son pharmacien traitant, ce sont des relais d'éducation thérapeutique, des renforceurs d'éducation thérapeutique. Et voilà, pour le reste, je ne pense pas non plus qu'il faille qu'il consacre un temps disproportionné par rapport à leurs possibilités. Mm. Il faut qu'ils se voient comme renforceurs de messages. Je pense que c'est une bonne définition. Et puis, n'oublions pas que le médecin traitant est le coordonnateur du coup de soins hein, du patient. Et qu'en ce sens-là, c'est lui aussi qui va pouvoir aussi vérifier que le suivi sera bien fait, compris. Je pense que ça aussi, il est renforceur et puis aussi un élément qui va aider à la compréhension, en tout cas du pourquoi. Les examens, pourquoi Des retourner. enjeux en tous les cas, Tout à fait. des enjeux. Voilà. Ouais. Sans rentrer dans des détails, Mm. il est vrai que les traitements immunosuppresseurs, tout ça, c'est quelque chose qui est Mm. très spécifique au centre de transplantation. Mais oui, il peut et il doit jouer ce Mm. rôle. Et puis Parce quand vous que parlez d'équipe, il y a aussi tout ce qui va être bah, les IPA qui sont aussi spécialisés et qui peuvent être. Mais ça, c'est vraiment important, la notion de relais aussi de messages. C'est pour Donc, ça que dans le cas de la CPTS, c'est vraiment mm, voilà, c'est la structure vraiment adéquate pour travailler cette thématique. super. Parce qu'en Merci en beaucoup. plus, il peut y avoir des échanges, alors cette fois-ci inframédicaux. Mm, Moi, je crois beaucoup à l'activité des paramédicaux de tout type, qu'ils travaillent en CPTS, qu'ils travaillent à l'hôpital, qu'il s'agisse des IPA, des infirmières de coordination. Tout ce monde-là est mm, un monde qui peut apporter une aide énorme aux médecins parce mm. que elles peuvent leur apporter de l'information, elles peuvent être les relais entre le médecin et les spécialistes. Enfin voilà, je crois que l'avenir, pour moi, l'avenir du système de santé français, il doit passer par là, à la fois des échanges au niveau médical et des échanges au niveau paramédical. Tout à fait, avec une bonne coordination, ce qui n'est pas forcément le plus Exactement. simple. Voilà. Il y avait aussi une petite question, alors on revient sur la formation des patients experts, mais du coup, on a quelqu'un qui demande comment se déroulent les 40 heures sur plusieurs jours. J'ai envie de vous dire, oui, alors ça va dépendre de l'organisme de formation. Ça peut être coupé en 3 fois 2 jours, en 2 fois 3 jours. Ça peut se faire pour certains avec une partie en visio. Donc ça va dépendre des organismes de formation. Alors, je vous propose de passer. Alors, on a gardé, du coup, alors je vais pas dire le meilleur pour la fin, mais en tout cas, quelque chose qui est très attendu aussi, c'est on a parlé tout au long, comme ça, en fil rouge, du patient expert. Donc, on a la chance d'en avoir un avec nous qui est hyper investi. Donc, je vais laisser la place à Monsieur Pascal Févotte hein, et nous parler de la sensibilisation de la ville hein, à l'importance de l'ETP dans la maladie rénale et de son point de vue de patient et de président d'association aussi. Bien.
Je vous remercie de me céder la parole parce que c'est vrai que sans patient, il n'y aura pas de débat sur l'insuffisance rénale. Et je crois que c'est quand même la finalité, c'est que tout tourne vers le patient. Je dois dire que dans mon intervention, c'est d'abord une intervention à partir de mon exemple, mon exemple personnel, c'est-à-dire que nous sommes tous différents et d'autres auront d'autres exemples, mais je pense que nous avons des points généraux qui peuvent se retrouver. Je vous laisse passer les diapos, Madame Costa. Et voilà. Donc voilà, rapidement mon parcours, hein, pour se situer un petit peu, c'est que bon, je suis atteint d'une polykystose rénale, donc vous savez, maladie héréditaire provoquée par une anomalie génétique. Hein. J'ai pas d'autres pathologies, donc je suis suivi depuis les années 1990. J'ai été dialysé en mars 2015 et j'ai été greffé le 21 février 2018. D'ailleurs, vous remarquerez, je me suis fait la remarque après, je ne sais plus le jour exact de la dialyse, mais celui de la greffe, on s'en rappelle. Comme je veux dire, c'est quelque chose qui nous marque. Et donc, j'étais adhérent à France Rhin-Lorraine avant même la dialyse, puisque mes parents y étaient aussi. Mais pourtant, bien qu'on y soit, bien qu'on entend parler de l'insuffisance rénale, le jour où on arrive en dialyse, ça reste brutal. Même si vous aviez déjà tout compris, ça ne suffit pas du tout. Suivant. Donc, je dis une maladie familiale parce que c'est quand même important. D'abord, on s'est rendu compte que mon grand-père est décédé en 1948 d'insuffisance rénale, puisque après le décès de ma grand-mère, ma cousine, qui elle-même est infirmière en Haute-Marne, a retrouvé un carnet que tenait ma grand-mère à l'époque, au jour par jour, avec tout ce qui lui arrivait. Et donc, on a découvert ça, alors que dans la famille, on nous avait toujours dit qu'il était mort des gaz de 1914, hein, puisqu'il avait été combattant de 14, alors que c'était pas du on s'aperçoit que c'est pas du tout ça. Et puis donc, ensuite, confronté à la maladie, puisque ma mère a été dialysée en péritonéale, donc à domicile, et donc jusqu'à son décès il y a une dizaine d'années. Voilà. Donc, pour mon propre parcours, bon, je l'ai titré un parcours insouciant avant les années précédant la dialyse, puisque bon, j'ai été suivi par un médecin généraliste, puisqu'on le connaissait dans la famille, donc j'y allais, mais bon, mais ce médecin généraliste rapidement m'a conseillé d'aller une fois par an chez le néphrologue pour être suivi. Mais en vérité, bon, on sait qu'on a la maladie, on sait que on voit bien, je voyais bien ma mère, etc. Mais bon, ça n'inquiète pas plus que cela. À vrai dire, le patient, c'est pour beaucoup, enfin beaucoup de patients qui sont notamment en polykystose, on n'est pas plus inquiet avant que ça n'arrive plus compliqué. Et d'ailleurs, on parlait de généraliste. Moi, ce qu'il me disait à chaque fois quand j'allais voir Candy le néphrologue, il disait exactement, il disait Candy et il disait le nom du néphrologue derrière. C'est-à-dire que il s'occupait de rien, voilà, il laissait tout au néphrologue, ce qui me rassurait aussi parce que je me dis, le néphrologue doit bien savoir. Par contre, dans ce parcours, je n'ai eu quasiment aucun conseil particulier, donc sur le mode de vie pendant toutes ces années avant la dialyse. C'est seulement quand on a commencé à envisager la dialyse que, enfin, je reviens derrière, que j'ai pu faire quelque chose. Après, je voulais dire aussi que quand je parle de parcours insouciant, c'est pas la médecine qui m'a renvoyé sur la maladie, c'est la société. Parce que le jour où j'ai dû souscrire un prêt, une assurance pour un prêt immobilier, en 2011, j'ai découvert que c'était plus facile d'avoir un prêt que d'avoir une assurance et que la société me regardait comme une personne malade. Et je dois dire que ça a été très violent. Je l'ai très mal vécu. C'est très violent qu'on vous renvoie la maladie comme ça, alors que je ne me sentais pas malade. Suivant. C'est proche de la dialyse, donc je disais tout à l'heure qu'on m'a fait rencontrer une diététicienne pour que je maigrisse. J'avais quelques kilos en trop, et d'ailleurs je la remercie parce que non pas, j'ai pas eu de régime, des choses comme ça, mais elle m'a réappris à manger, à prendre le temps, etc. Et j'ai rapidement perdu 15 kilos.
Et je pense que j'ai gagné quelques années avant la dialyse grâce à ça. Mais sur la maladie rénale, toujours rien, aucun conseil sur le sujet. Donc, quelle dialyse? Alors, j'ai commencé la dialyse en centre lourd. Bon, n'ayant pas d'autres pathologies, comme je disais tout à l'heure, je ne me trouvais pas à ma place en centre lourd. Ça renvoie quand même à des cas lourds, à la maladie, que je ne vivais pas comme ça. Et j'ai donc été transféré en UDM. Et en UDM, assez rapidement, on m'a proposé l'autodialyse, ce qui me convenait mieux d'ailleurs. Parce que pour moi, l'autodialyse, ça a été important, c'est ne plus être passif. Hein, c'est de ne plus se sentir comme une prolongation de la machine, mais comme dirigeant la machine, comme étant le maître de la machine, et ça change tout psychologiquement. Et surtout, en allant à l'autodialyse, ça s'est accompagné d'une formation technique, bien évidemment, mais aussi d'une éducation thérapeutique. Enfin, je dis bien enfin, c'est là que j'ai commencé à avoir des clés pour mieux vivre la maladie. Donc, l'éducation thérapeutique en dialyse, quelques éléments, je relevais. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est d'abord les rôles des reins, hein, puisque j'étais toujours à l'idée de la passoire, comme tout le monde, hein, je veux dire. Et c'est là j'ai pu découvrir que c'était beaucoup plus complexe que ça. J'ai beaucoup apprécié aussi la question du rôle des médicaments et leur distribution dans l'organisme, et ce qui aide beaucoup à comprendre la posologie. Pourquoi je prends ce médicament? À quoi il me sert? Comment il influe? Donc, à quel moment je dois le prendre, etc. J'avais trouvé ça, pour moi, c'était presque révolutionnaire. Jusque-là, je regardais, on me disait de prendre tel truc à telle heure, et puis basta. Je trouve que c'était important. Également, on nous a expliqué donc pourquoi certains aliments étaient déconseillés, puisque jusque-là, on disait, il ne faut pas prendre banane, pas prendre machin. Je veux dire, mais pour quelles raisons, on n'en savait pas plus, hein. Bien sûr, pour la dialyse, c'était important qu'on nous explique la fistule et sa protection. On comprend mieux et on a plus envie de faire attention. Mais surtout, je trouve, enfin, c'est ce que moi j'ai vécu, je trouve que l'éducation thérapeutique que j'ai eue en dialyse, la première fois qu'on m'a parlé de ces questions-là, ça a permis de sortir de la posture du malade, parce que en définitive, je dialyse, donc je vais vers la fin de vie, la vie c'est un bout, etc. Et au contraire, l'éducation thérapeutique a permis de redonner des perspectives de vie avec des contraintes, bien évidemment, mais aussi de redonner de l'espoir et de se dire, bon, on a des contraintes, d'autres gens ont des contraintes, mais on peut vivre avec ça. Ça, c'est marqué nulle part, mais moi, je l'ai vécu très positivement par rapport à ça. Oui. Donc, alors ensuite, je dis, après la greffe, évidemment, j'ai fait une nouvelle éducation thérapeutique, avec EduGreffe, puisque c'est plus les mêmes choses que la dialyse. Donc, il faut réapprendre des règles. Ce qui était vrai pour la dialyse ne l'est plus vrai pour la greffe ou évolue. Donc, et puis, ce qui m'a paru important aussi dans l'idée, c'est de prendre conscience de l'importance de protéger son nouveau rein. On a mis un nouveau rein, mais il faut y faire attention, quoi, de l'érection par rapport à l'avenir, quoi. Et puis aussi, c'est l'échange avec d'autres patients transplantés. Moi, je trouve que c'est là qu'on voit qu'on ne vit pas les mêmes choses, mais on a la même chose, et c'est intéressant. Et puis sur la pratique de la vie quotidienne, j'ai trouvé ça très utile, en particulier la prise des anti-rejets, les heures, les voyages, les questions de surveillance, les loisirs. Voilà, c'est tout du plus que ça a donné dans la vie. Donc, la question de l'ETP avec France Rhin-Lorraine, je voulais le dire aussi parce que le jour où j'ai pris la responsabilité de France Rhin-Lorraine, sincèrement, l'ETP, c'était pas ma priorité, hein. C'était pour moi un héritage de notamment Roger Charlier, qui était l'emblématique précédent président, donc qui avait lancé le TP avec Madame Kessler, enfin, je veux dire, enfin, pas lancé, mais pris conscience et mis en place des choses avec Madame Kessler. Et puis en plus, je trouvais que Madame Jacquard, vice-présidente, faisait bien le job, donc
ça ne me branchait pas plus que ça. Mais rapidement, à partir du moment qu'on fait des dépistages, j'ai été obligé de me poser la question, à quoi ça sert des dépistages s'il n'y a pas de suivi? Donc, on est bien ça. Et à quoi sert de dépister des malades rénaux si on n'a rien à leur proposer? Il suffit pas de dire, comme moi je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes malade rénal, vous avez un problème de maladie rénale, il faut vous faire suivre, mais en même temps, on propose rien. Euh, et, et, et souvent dans les discussions, on se focalise sur la greffe ou sur la dialyse, et comme ça, on élude la nécessité de reculer les échéances ou même de les éviter. Parce que je pense qu'effectivement, si on prend suffisamment en temps les choses, on n'est pas obligé d'arriver à la greffe ou à la dialyse. Et heureusement, tous les insuffisants rénaux n'arrivent pas à cette échéance. Et puis, chaque patient est différent. Je pense qu'il y a eu une époque où on le laissait avec des consignes générales. Et encore dernièrement, une dame me demandait, mais où est-ce que je trouve un livre sur ce que je dois faire? Eh ben, je crois on peut pas avoir de livre sur ce qu'on doit faire. Il faut l'idéal, c'est de donner les armes aux patients pour qu'ils construisent son propre parcours. Je crois que la notion de différence et d'éléments adaptés à la personne, à son mode de vie, c'est essentiel. Ouais. Donc, oui, alors j'ai l'habitude, je suis là, ceux qui me connaissent ont l'habitude, je le mets parce que je pense que le meilleur traitement est celui qu'on évite. Hein. Je veux dire, on voit bien que euh, il y a une bande dessinée que j'ai trouvée pas mal, qui vient de sortir sur la greffe par un dessinateur très connu de science-fiction, qui est sorti il y a 10 jours et qui reprend les propos d'un grand professeur qui le dit mieux que moi. Mais je pense que si on se met tous ensemble, l'idéal, c'est d'éviter le traitement, c'est-à-dire d'avoir une autre forme suivante. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'intervention de TP, ça a été dit notamment par la dame de l'oral qui a un peu développé, donc je pense qu'on est un peu dans le même nom. Donc, mais pour nous, patients, c'est aussi, je pense que c'est important qu'on ait ce désir de transmettre et de partager, hein, c'est-à-dire d'avoir une capacité de témoigner, d'informer et d'écouter. Je pense que tout le monde ne peut pas être patient en ressources, hein. L'intérêt pour nous, patients, c'est aussi de rassurer, de dédramatiser les situations, parce que en tant que patient, on peut prendre du recul sur notre expérience, mais aussi faire partager cette expérience. Et puis aussi, moi je crois que c'est important, c'est de renvoyer aux autres patients, je l'ai dit, mais je le redis, l'image de personnes ayant pu vivre et s'adapter avec leur maladie rénale chronique, y compris au stade les plus graves. Je pense que c'est cet engagement-là que, comme disait madame, je ne sais plus, excusez-moi d'écorcher votre nom, donc de l'oral, je pense que c'est important qu'un patient parle au patient, ils écoutent autrement que le médecin, que le personnel soignant. Oui. Donc aujourd'hui, alors donc la réflexion qu'on peut avoir, hein, collectivement, c'est jusque-là, notamment notre association, hein, on accompagnait les malades rénaux lorsque c'était nécessaire, hein, on faisait un travail d'accompagnement, mais je crois qu'aujourd'hui, on est en train de se diriger plus sur les aider à s'approprier les clés pour mieux maîtriser leur maladie. C'est vraiment la clé et l'évolution vers laquelle je pense qu'il faut aller. Et ce qui est primordial, bien sûr, c'est de placer le patient au centre du parcours de soins, mais aussi de vie, hein. On n'en a pas beaucoup parlé, hein, donc, et je ne vais pas développer, mais la maladie chronique ne s'arrête pas au temps des soins. Beaucoup de soignants, quand on leur dit la dialyse, c'est pas 4 heures, par exemple, c'est l'ensemble, c'est 24 heures sur 24, et l'ensemble des trajectoires, qui soient conjugales, familiales, sociales, professionnelles, c'est un vrai sujet, le problème professionnel, parce qu'on n'a pas beaucoup de solutions et c'est très compliqué. Conjugal, on a une forte montée, et je le voyais avec les collègues du diabète, ils ressentent la même chose, qui interviennent aussi en ETP pour le diabète. Les questions sur les problèmes d'intimité, de sexualité, etc., sont très nouvelles et très importantes, parce que si
si on n'est pas bien dans sa vie, on ne sera pas bien dans son traitement. Et puis, on n'a bien évidemment pas le temps de développer, mais je rappelle quand même que le patient n'est pas le seul impacté, mais tous ses proches, parce que quand on est malade, et en particulier pour les dialysés, en définitive, la famille, elle est victime de la maladie, je veux dire, si on ne fait pas attention, de son proche, quoi. Donc, on voit bien que tout l'environnement est important. Au niveau des médecins, pour être au bout, je veux dire, même informé, beaucoup de patients restent dans le déni tant qu'ils n'approchent pas de l'insuffisance rénale terminale. Je l'ai dit pour moi, mais je le vois pour beaucoup d'autres, hein, même dans mon entourage proche, hein, des gens que on n'en discutait jamais parce que ça énervait, et puis quand ça approche, quand ça se développe, voilà. Mais on vit beaucoup dans le déni, dans cette maladie, hein, puisque aussi on n'a pas de symptômes clairs, quoi. Donc, mais aussi je pense que beaucoup de médecins généralistes méconnaissent, minimisent la maladie avant cette phase terminale. Ils sont tous, je veux dire, ils sont un peu dans le déni de l'intérêt de prendre des mesures bien en amont. Et pourtant, le médecin généraliste, c'est quand même le maillon essentiel avant la détérioration de l'état de leurs patients malades rénaux. C'est-à-dire que le médecin généraliste, c'est lui le premier qui va pouvoir détecter, qui va pouvoir commencer à travailler ce sujet. Et ensuite, c'est bien après qu'il va l'envoyer vers un spécialiste, etc. Donc, et ce maillon-là, il ne fonctionne pas souvent correctement. Voilà, bon. Donc, ce que j'ai dit, on a la nécessité de convaincre que l'on peut ralentir la maladie rénale. Je crois que chez beaucoup de soignants, cette idée-là n'est encore pas comprise, hein. Je veux dire, on peut ralentir la maladie rénale, hein, par une détection d'abord suffisamment tôt et par une aide au bon comportement, donc le TP. Et là, la place majeure est majeure pour le médecin généraliste dans une bonne prise en compte. Voilà. Et merci de votre attention. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Févotte, hein, pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Puisqu'on approche de la fin, mais il y a des félicitations, visiblement. Alors, est-ce que vous avez des remarques, des questionnements? Alors moi, je tiens à vous remercier pour vous être livré aussi naturellement, et ça donne une bonne image, je trouve, du cheminement en fait, et de la difficulté de prendre conscience aussi de l'importance que ça peut avoir par la suite. Alors moi, je dirais, parce que vous parliez de maladies silencieuses, on citait tout à l'heure André Grimaldi. André Grimaldi disait que pour les hypos et les hyper, si les patients avaient à chaque fois ou une douleur ou un rush cutané, ils prendraient plus en compte effectivement le signe, mais comme c'est insidieux et silencieux, bah, du coup, bah, voilà, ça en fait une, ça en fait deux, puis ça se dégrade, et c'est un petit peu, on retrouve les similarités là. Donc, mais en tout cas, merci pour cette présentation très large. Alors du coup, on a dans les commentaires, hein, il faut aussi dire que certains néphrologues sont laxistes sur l'importance des maladies et sur les ateliers faits dans leur région. Je pense que c'est aussi la prise de conscience, mais je pense que ça a été évoqué, hein, parce que oui, nous on référence les programmes ETP, mais ce qui manque maintenant, c'est aussi de dire qu'est-ce qu'il y a dans les programmes ETP comme intervenant. Vous avez insisté sur la pluridisciplinarité. Et je pense que ce que le professeur Kessler disait aussi au démarrage, c'est la prise de conscience aussi d'une prise en charge vraiment précoce, et de la conscience pour les professionnels de santé que voilà, le TP, c'est pas simplement quand on est dialysé, c'est bien avant. Et Monsieur Févotte, vous avez témoigné en ça aussi de ce côté-là. Donc c'est aussi notre responsabilité, hein, derrière. Donc super.
Donc, écoutez, je vous propose, puisqu'il n'y a pas de questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, parce que on pourra aussi, à un moment donné, les transmettre aux intervenants et vous les transférer ultérieurement. Et puis, on va laisser le professeur Kessler, qui a introduit à 13 h, clôturer, et on dira quelques mots de la fin. Mais du coup, professeur Kessler, je vous laisse clôturer. Oui, alors, un beau webinaire, hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et puis je félicite effectivement tous les intervenants, puisqu'en fait, ça a été, on s'était pas forcément entendu, mais ça a été vraiment un beau chemin. Alors moi, qu'est-ce que je voudrais que les participants ramènent à la maison, comme disent les Américains? Non. Vous avez vu en introduction, j'ai dit que c'était une maladie fréquente, ce qui n'est pas connu de tout le monde, mais surtout que c'était une maladie grave. Et comme toutes les maladies chroniques graves, plus on les prend tôt et plus on a de possibilités de prévention, d'intervention, et au contraire, plus on les prend tard et plus on est démuni. Une autre chose dont j'ai pas parlé, mais que je mets dans la conclusion, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses possibilités entre les traitements médicamenteux, et en particulier, il y en avait déjà certains depuis de nombreuses années, mais en particulier avec ceux qui viennent d'apparaître sur le marché et ceux qui vont apparaître sur le marché, qui permettent réellement de ralentir la progression de la maladie rénale chronique. Et là aussi, statistiquement, plus tôt on les met en route et plus on a de chances de ralentir de telle façon qu'on va permettre aux patients d'échapper au stade terminal. Euh, Ensuite, ce parcours patient, vous l'avez vu à travers, et l'ETP, le rôle de l'ETP dans le parcours, présenté par Corinne Boin, présenté par Pascal Févotte, on a envie de mettre les deux présentations une contre l'autre, et à ce moment-là, on est dans un monde idéal. On a d'un côté des professionnels de santé qui se mettent en posture éducative tout au long de la vie du malade rénal chronique, et puis de l'autre côté, on a un patient informé, éduqué, conscient des enjeux, qui va tout faire pour essayer de protéger sa propre peau, si j'ose dire, sa vie. Et quand on réunit ces deux conditions-là, eh bien, je dirais pas qu'on a gagné parce que on ne sait pas guérir une maladie rénale chronique aujourd'hui, mais on a permis que cette maladie se déroule de la façon la plus lente possible, de la plus sereine possible, en permettant aux malades de vivre la vie la plus normale possible. Et c'est là-dessus que je vais conclure. Merci beaucoup pour cette conclusion. Je pense que tout le monde sait avec quoi il repart à la maison. Votre ultime chance à tous de poser une question si vous en avez une, pour ne pas repartir frustré de cette intervention. Je pense que définitivement, tout le monde a été très, très clair. Et je pense que l'illustration par le programme présenté par Marie Giboudot a aidé aussi à illustrer ce qu'il était possible de faire et de réfléchir et de mettre en œuvre. Donc, oui, c'est un moment particulier de la vie des malades qui est, comme l'a dit Pascal, c'est un moment violent, c'est un moment qui peut déclencher un véritable choc post-traumatique psychologique, et oui. la préparation à ce passage du stade de je vis avec mes reins natifs au stade je vis avec un rein artificiel ou avec le rein de quelqu'un d'autre, c'est un moment déterminant si on veut protéger la qualité de vie des patients. Tout à fait. Écoutez, il nous reste à vous remercier tous d'être
venus à ce webinaire. Suivez bien vos mails parce que vous aurez une enquête de satisfaction qui nous aide aussi, nous, à améliorer et à proposer aussi, parce que n'hésitez pas à faire des choix et à nous dire, voilà, ça, on aimerait bien l'évoquer, parce que ça nous fait aussi réfléchir à des interventions futures. Et puis, j'ai envie de vous dire, on reste à votre disposition pour toutes les questions relatives à l'éducation thérapeutique sur la région Grand Est. Et sous quinzaine, je pense qu'on mettra en ligne ce webinaire pour ceux qui ont envie de revoir des moments, de réentendre des choses, parce que ça a été quand même très, très dense en information, en nouvelles choses. Donc ça, je pense que c'est important. Et puis, je tiens très particulièrement à remercier le professeur Kessler qui s'est investi vraiment beaucoup, mais aussi nos intervenants de façon générale, parce qu'on a vraiment eu une cohérence de présentation. Donc, merci professeur Kessler, merci Corinne Bouin, merci aussi docteur Elbekri qui a dû nous quitter parce qu'il avait d'autres choses à faire, puisque c'est vrai que le temps est compté. Hein. Et puis, merci à Marie et à Pascal Févotte pour leur leur confiance aussi, parce que ça, je pense que c'est aussi important. Et c'est vrai que, alors il y a une ultime question, c'est devant la désertification médicale, l'infirmière libérale ne peut-elle pas avoir sa place? Nombre d'entre elles sont formées aux 40 heures. Moi, j'ai envie de vous dire, oui, formées aux 40 heures, oui, bien. Formées à la pathologie et à jour de connaissances, oui, très bien. Donc oui, je pense qu'on est dans une évolution aussi du système de santé et soyons force de proposition aussi. Donc, je vous souhaite un très bel après-midi et je vous remercie tous.